Good afternoon, everyone, and welcome to this press conference, the first one after the first JC Article 50 Council meeting under the Bulgarian presidency. I have the pleasure to be here today with Ms. Ekaterina Zakharieva, Bulgaria's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, and Mr. Michel Barnier, EU Chief Negotiator. I first give the floor to Minister Zakharieva. Thank you, Genoveva, Michel, ladies and gentlemen. First of all, I want to thank you for the interest that you actually show for the first GAC meeting, Article 50, during the Bulgarian presidency. Today we had a really important meeting, and I'm really glad to announce that the Council, showing remarkable unity, adopt the negotiating directives that gives opportunity to our chief negotiator to continue with the discussion on transition period with the UK. The directives provide guidance for Monsieur Barnier and also, very important, clarity for the EU citizens and EU business on what they can expect during the transition period. Member States agreed that during the transition period, the whole Union acquis should keep applying in the UK. Any changes to the rules adopted during that period should also apply in the UK. That corresponds to the UK's demands for transition on current terms. During the transition period, the UK will not longer participate in the institutions and decision-making process in the EU, as after a withdrawal date, UK will become a third country. When it comes to the trade, during the transition period, the UK will be expected to comply with EU trade policy. This also means that during that period, the UK will not be able to have its own international agreements in areas covered by the EU law, unless it agrees otherwise with the EU. The transition is to end on 31st December 2020. The date is in line with the UK request for a transition period of about 2 years, and it's already the simplest solution because it's linked to the end of the current budgetary cycle. After the adoption of the directives, our chief negotiator debriefed us on the state of play of the negotiations with the UK. I won't go into details because I would prefer to let Monsieur Barnier to give you more details about state of play of the Brexit negotiations. Once again, Michel, thank you, and you personal and your team for excellent work until now. The floor is yours. Thank you, Minister. Monsieur Barnier, the floor is yours. Merci, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et merci, Ekaterina, pour cette marque de confiance et aussi pour le très bon début de la présidence bulgare. Je me permettrai aussi de dire un mot de remerciement pour toute l'équipe de la présidence estonienne qui vient de se terminer. Je suis donc très heureux de vous retrouver après cette réunion du Conseil qui doit nous permettre de débuter la deuxième phase de cette négociation complexe et extraordinaire, ou extraordinairement complexe. Le 15 décembre dernier, sur la base du rapport conjoint que le président Juncker, Theresa May, David Davis et moi-même avons acté, le Conseil européen avait jugé le niveau de progrès suffisant dans la négociation. Et il avait invité la Commission à présenter une recommandation pour une période de transition limitée dans le temps et couvrant tout l'acquis. Moins d'un mois après cette recommandation, le Conseil a adopté très rapidement aujourd'hui des directives claires de négociation et j'y vois un nouveau signe de cette unité forte, sincère des 27 dans cette négociation. Unité des institutions, des trois institutions, le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Et je voudrais donc
remercier Ekaterina et la présidence bulgare d'avoir apporté leur première pierre à cette unité au début de cette année 2018. Allow me to say a few words on these new negotiating directives. The EU position is very clear. The transition will last for 21 months until the 31st of December 2020. During this limited period of time, the whole EU acquis will continue to apply to the UK, as well as the full EU supervision and enforcement framework under the jurisdiction of the European Court of Justice. This will include new EU rules entering into force during this period, for one simple reason. During transition, the UK will continue to take part in the single market, to take part to the customs union, and to all union policies. It will continue to have all the economic benefits. Therefore, it must also apply all the EU rules. The single market cannot be à la carte. This will ensure stability for EU citizens in the UK and UK nationals in the EU. Their rights will remain unchanged until the 31 December 2020. And we are determined to ensure that those who arrived before the date will benefit from the protection agreed in our joint report. This will ensure a level playing field for businesses. This will also ensure stability for businesses. They will not have to adapt twice. That said, it is high time to start preparing for those who have not done so yet. However, the UK will no longer be an EU member on the 29th of March 2019. This will have consequences in terms of institutions and governance. After this date, the UK will no longer participate in the EU decision-making process, as Ekaterina just said. Finally, one word on existing agreements with third countries during the transition. As part of the transition, the UK will remain bound by the obligations stemming from all existing EU international agreements, for instance, for trade and aviation. This is crucial for the good functioning of the single market and the customs union. And we can agree on this in the Article 50 agreement between the EU and the UK. But we cannot ensure in Article 50 that the UK keeps the benefits for these international agreements. Our partners around the world may have their own views on this. For instance, the 70 countries covered by trade deals. À côté de la transition, je voudrais faire deux points sur les autres volets de cette deuxième phase de négociation. D'abord, les discussions sur le cadre de nos relations futures. Nos discussions préparatoires internes avec les 27 progressent, et aussi avec le Parlement européen. Elles serviront de base au Conseil européen qui doit adopter de nouvelles orientations en mars. Et comme je viens de le dire, je suis très attentif à la confiance sincère avec les élus du Parlement européen dans le même temps. D'ici là, comme l'ont souhaité les chefs d'État de gouvernement des 27, il est très important et même essentiel que le Royaume-Uni exprime clairement sa position sur cette relation future. Deuxièmement, n'oublions pas que les négociations sur le retrait du Royaume-Uni ne sont pas terminées. Sufficient progress does not mean full progress. Dans cette deuxième phase, nous avons à traduire juridiquement nos engagements, ceux du rapport conjoint, dans un texte contraignant juridiquement.
C'est une condition pour progresser dans cette deuxième phase. Nous devons aussi traiter, c'est une partie du travail de mon équipe, de la task force, tous les autres sujets de la séparation qui n'ont pas encore fait l'objet de véritables négociations, où les négociations n'ont pas commencé, ou encore méritent du travail. Je parle par exemple des procédures de marché public en cours, la protection des données personnelles, c'est un point très sensible, les questions liées à la propriété intellectuelle et évidemment un point majeur qui est celui de la gouvernance de l'accord de retrait. Ces sujets, mesdames et messieurs, feront partie de l'accord de retrait au même titre que la transition. C'est un tout, c'est un paquet. Autrement dit, je veux le rappeler, sans accord sur l'ensemble des sujets du retrait, il n'y a pas de transition. Sans accord sur l'ensemble des sujets du retrait, il n'y a pas de transition. Cette transition, au-delà de l'aspect juridique, elle est un des éléments et l'une des preuves, c'est pour ça que nous la souhaitons, dans l'esprit de cette Negotiating Directive, elle est une des preuves et un des éléments du retrait ordonné, plutôt que de retrait désordonné. Nous travaillons à ce retrait ordonné, et encore une fois, au-delà du John Report que nous allons traduire maintenant, des autres points qui restent à discuter, le point de la transition que je vais commencer à négocier au nom des 27 est une des preuves et un des éléments de ce retrait ordonné. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mr. Bernier. I'm now opening the floor for your question. Let me remind you that all Bulgarian ministers who come to this room will respond in Bulgarian, so you need your headphones. We have time for a limited number of questions. We'll start with Adam. Thank you very much. Katia Adler, BBC. Mr. Barnier, during the transition period, if decisions are taken by the EU27, which are not acceptable to the United Kingdom, what action can the UK government take? Vous parlez de décisions qui concernent le marché unique, ou les politiques européennes, ou l'union douanière. C'est ça dont vous parlez. Any decision that's taken about the running of the European Union while the UK has observer status, what, you know... Non, mais si le Royaume-Uni... Moi, je suis quelqu'un de très logique, vous savez, très logique. Et comme vous avez vu comment je travaille depuis un an et demi, j'essaie d'être logique, calme et objectif. Si le Royaume-Uni nous demande cette période de transition, qui est évidemment très importante pour lui, pour qu'il se donne le temps de la préparation administrative dont il a besoin avant la sortie définitive, pour que l'ensemble des acteurs, des stakeholders, des acteurs publics se préparent. Et je recommande qu'on utilise bien le temps, qui passe très vite, pour que nous ayons nous-mêmes aussi un temps de préparation et que nous ayons le temps de la négociation de la relation future. Le Royaume-Uni a demandé cela. Et notre réponse positive aujourd'hui, c'est de dire tout l'acquis, le statu quo économique, les politiques européennes vont être maintenues entre le 30 mars 2019 et le 31 décembre 2020. Pendant cette période-là, les décisions s'appliqueront, hein, et le Royaume-Uni doit connaître cette règle du jeu et l'accepter au départ. Hein. Yeah. Sinon, on irait vers ce que nous craignons pour l'avenir, ce que j'ai souvent dit, des divergences et une sorte de marché unique à la carte. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pendant la période de transition que demande le Royaume-Uni, ça n'est pas possible. Catherine Fiore, EU reporter. I'd like to ask a question, firstly, to the Minister. Was there broad agreement on the timing of the end period of this transitional period? I mean, the Commission, the EU wants an orderly withdrawal. Will that be possible if the future relationship is not in place by the 1st of January 2021? And I'd also like to ask the same question to Mr. Barnier as well. I mean, how can you ensure this orderly withdrawal if we're looking at just another cliff edge just further down the line? Thank you. Maybe I first start.
Всички имаме интерес от, така да се каже, плавно и подредено излизане. И точно това е и целта и на преговорния екип, и на държавите членки, 27-те. Надявам се и мисля, че тук се срещат интересите с UK. Това, което дава преходния период, е точно възможност за плавен и подреден прекратяване на отношенията, withdrawal agreement. Това, което оставя, както и Мишел каза преди малко, е много работа за вършене. И това, по което се съгласихме преди малко на съвета, беше, че това е датата, фиксирана, така както всъщност беше решението и на Европейския съвет от декември, а именно за точно определена дата, крайна дата на транзитния период, но самите преговорни директиви и декларацията, която беше одобрена от съвета, дават възможност и за гъвкавост на този период, в случай, че не сме напреднали достатъчно с преговорите по бъдещето. Но от интереси на двете страни е да имаме точна дата и сигурност на продължителността на транзитния период. Не може да продължава до безкрайност. То не е от интереси на UK. Този преходен период. Comme vient de le dire la ministre, ce n'est dans l'intérêt de personne, et sûrement pas du Royaume-Uni, que de prolonger cette période d'instabilité ou d'incertitude. Précisément, le retrait ordonné auquel nous travaillons, l'accord qui sera fondé sur le John Report, a pour objectif de remettre de la certitude, de la stabilité, là où la décision du Brexit, de quitter l'Union, crée beaucoup d'incertitude, et même pour les citoyens, beaucoup d'angoisse. Donc, le plus tôt nous conclurons les éléments de la future relation pendant cette période de transition, le mieux ça vaudra. Est-ce qu'on pourra tout faire? Il faudra choisir des priorités. Pendant cette période courte de négociations officielles, à coup sûr, une priorité, à mes yeux, c'est le Free Trade Agreement, c'est le commerce. Il y a d'autres priorités en matière de Home Affairs ou de politique de coopération entre les Britanniques et l'Union pour la défense et la sécurité. Moi, je pense, j'ai une certaine expérience du travail de la Commission, du Conseil, du Parlement, que l'on peut travailler vite et bien pendant cette période. On ne part pas, on ne débute pas ces négociations avec une feuille blanche. Le Royaume-Uni quitte le marché unique. Donc en matière de négociations commerciales, ce n'est pas tout à fait la même situation que celle que nous avons eue avec des pays qui étaient très loin de nous, parfois géographiquement et parfois réglementairement. Bon, voilà. Ça pose autre question que j'ai souvent posée du level playing field dans la durée après, pour éviter que la divergence réglementaire ne devienne un outil de dumping. Ça, c'est un vrai sujet pour nous et pour les Britanniques. Mais en tout cas, au départ, au moment de rédiger l'accord, on ne débute pas avec une feuille blanche. Voilà. Nous avons des outils de coopération avec des pays tiers dans la plupart des domaines. On est en train de faire le screening de tous ces outils, y compris en matière de politique étrangère, de défense. Donc on va mettre en œuvre très vite ces propositions. Mais encore une fois, j'ai besoin tout de même, nous avons besoin que le Royaume-Uni clarifie ses positions. Merci. C'est Griselda Pastor de la radio espagnole SER. Je suis au fond de la salle, Monsieur Varnet. Merci. Est-ce que je comprends bien qu'aujourd'hui l'Union ouvre la porte ou commence à entamer le chemin pour une future relation différente avec le Royaume-Uni? Est-ce que le Royaume-Uni a formellement exprimé ou demandé que cette nouvelle relation commence à se constituer
est-ce qu'il doit le faire au prochain Conseil européen? Est-ce qu'il doit y avoir une demande formelle de cette deuxième et nouvelle relation? Ma réponse est non à votre première question et oui à la deuxième. Mais je vais détailler quand même. Parce que non, nous ne commençons pas aujourd'hui le débat sur la future relation avec le Royaume-Uni. Non. Non. Nous commençons aujourd'hui, j'ai le mandat pour commencer la négociation sur la période de transition, qui n'est pas la même chose. Ce qui est d'ailleurs, si je puis dire, un élément de réponse à la question précédente. Hein. La période de transition, elle est visée dans l'article 50. Elle a comme seule base juridique l'article 50. Il faut faire très attention à ce point. Parce qu'elle a une nature, la période de transition. C'est d'être une période de transition. Et pas une future relation. Et si nous voulons respecter, j'ai dit aussi sous le regard de la Cour de justice, la nature juridique de l'article 50 et de la période de transition, il faut faire attention à la durée. C'est aussi un point auquel nous devons être attentifs à toute prolongation. Mais aujourd'hui, non. Nous débutons la discussion sur la période de transition. Et au mois de mars, si tout va bien, le Conseil européen, en s'appuyant sur tout le travail que nous faisons en ce moment, je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer au mois de janvier, je sais que certains d'entre vous ont eu une frustration à ce sujet. Non mais le mois de janvier qui se termine, nous l'avons utilisé intensément pour plusieurs séminaires entre les 27, des réunions très fréquentes du Brexit Steering Group du Parlement sur les enjeux de la future relation entre nous. Comme je vous l'avais dit, nous travaillons en interne pour faire un travail d'appropriation collective sur tous les sujets. Il y a des séminaires tous les 3 jours actuellement entre les 27. Mon équipe sur les différents sujets de la future. Mais le moment pour négocier avec les Britanniques ou pour commencer une discussion avec les Britanniques viendra après le Conseil européen, si de leur côté, ils ont également précisé d'ici là ce qu'ils souhaitent. We have time for one very short question. Thank you, Ian Wishart from Bloomberg. David Davis has just been speaking in Parliament in London, and he said he now sees the deadline for a deal to be the end of the year rather than October. Do you still see October as being the preferred deadline? Il faut travailler sur des textes de qualité sur le plan juridique. Nous parlons de quoi quand on parle d'octobre? On parle du traité, de l'accord international sur le retrait ordonné. Je suis très précis, cet accord porte sur 2 sujets qui font partie du même accord. Tous les enjeux de la séparation, c'est le John Report, plus tous les autres sujets que j'ai évoqués. Et dans le même texte, il y aura l'accord sur la période de transition. Et à côté de cet accord, qui va être mis en processus de ratification, il y aura une déclaration politique qui décrira de manière assez précise les différentes dimensions de la future relation. Une déclaration politique. Ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord juridique. Hein. C'est une déclaration politique précise, comme l'ont souhaité les chefs d'État et de gouvernement. Encore une fois, on n'est pas à quelques semaines près. La question, c'est de garder le temps de la ratification. Parce que le Royaume-Uni a demandé à sortir de l'Union le 29 mars 2019, à minuit. 23 heures Big Ben. C'est sa demande. C'est sa demande. Et donc il faut faire le compte à rebours pour le processus de ratification, qui peut aller très vite, mais quand même c'est un traité historique majeur qui va demander du temps au Parlement, entre les États membres, peut-être aussi un peu de temps au Parlement britannique, non? Donc je voudrais qu'on garde ce temps, parce qu'on est obligé de le garder.
Donc on ne peut pas aller trop loin à la fin de l'année, mais on n'est pas à quelques semaines près. En tout cas, nous travaillons pour atteindre l'objectif d'octobre. Oui. That concludes today's press conference. Non, attendez, just 1 minute, please. Moi, je suis bien avec vous. Moi, Merci, Monsieur Barnier. Thank you very much. Mark Stone from Sky News. Mr. Davis has also, in the past few minutes, been saying that there are various areas which remain under dispute as far as he is concerned. I wonder if you see these areas as under dispute. First of all, he is questioning whether the UK can negotiate free trade agreements during this transition period. Yes or no. Secondly, he's asking whether the UK can reject new laws that they haven't got a say on, similar to what Katia was asking. And thirdly, can the UK have any representation in any committees within the European Union apparatus? Thank you, sir. Alors nous avons, dans ces negotiating directives, apporté des réponses à David Davis. J'espère qu'il sera satisfait avec ces réponses. En tout cas, elles sont celles de l'Union. Ce seront les miennes dans la négociation. Oui, pendant cette période de transition, où le Royaume-Uni a demandé à bénéficier du statu quo économique, il pourra entreprendre des discussions, des négociations avec des pays tiers, évidemment. Le temps est très court. Je vous rappelle que le jour de la sortie du Royaume-Uni, tel qu'il l'a décidé, le 30 mars au matin, le Royaume-Uni sort de 750 accords internationaux. 750 accords internationaux. C'est juridiquement mécanique. Et donc, il faut évidemment qu'il utilise tout le temps disponible pour bâtir des relations avec des pays tiers avec lesquels il devra coopérer par la suite. Et donc, nous comprenons qu'il utilise ce temps pour des négociations. Mais aucun accord avec des pays tiers engageant le Royaume-Uni ne pourra être mis en œuvre pendant la période de transition sans l'accord des 27 États membres. Alors après, vous dites quel type de dialogue. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union. C'est son choix. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision, c'est lui. Et donc il quitte les institutions. Il quitte le Conseil, il quitte le Parlement, il n'y aura plus de citoyens britanniques comme commissaires. C'est son choix. Et ça a des conséquences sur le fait que désormais il ne participera plus, après avoir quitté les institutions, au processus de décision. Néanmoins, les États membres considèrent, je parle sous le contrôle de la présidence, quand des décisions concerneront le Royaume-Uni ou des acteurs économiques du Royaume-Uni, des procédures de consultation spécifiques seront évidemment prévues. Exceptionnellement, au cas par cas, mais nous avons prévu de telles procédures de consultation dans certains comités ou directement avec le Royaume-Uni. Voilà. I want just to add something, as Monsieur Barnier just said. It is possible if it decided in the EU to invite UK to participate in the future amendments in the EU legislation, but only on invitation, and if it's agreed exceptionally from the EU member states. Thank you very much. Monsieur Barnier, are you still happy to be here? Non, mais je peux encore prendre une question. Hein. Okay, go Bruno. Forever. Bruno. Allez. Maybe one more. Voilà, allez. Thank you, very kind. I just wanted to ask about the annex that was published with the negotiating mandate as well. So a council statement for the minutes and a commission statement for the minutes. And in the council statement for the minutes, it says for security, defence and foreign policy arrangements can be agreed in transition period. Is that you, Mr. Barnier, who does that, or is that a council negotiation? It also says that the council will follow negotiations closely and keep these directives under review. Is that in terms of the date, the 31st of December 2020? It also talks about the procedures to authorise international agreements in the transition that Mr. Barnier referred to just now. Is that replication of these 70 trade agreements that the UK can, if it replicates those agreements, can come and get that authorised?
And you, in the Commission statement, it says you'll be providing a guidance document on these case-by-case scenarios where Britain can be an observer at decisions. How detailed will that be? Will you go through the whole area of decisions, such as in the banking or banking supervisory bodies, macro-prudential decisions, all that kind of stuff? How detailed will that guidance be? Thank you. Je me demandais où vous vouliez en venir avec cette longue question. Voilà. Et donc là, vous êtes arrivé sur les services financiers. Voilà. Écoutez, nous allons préciser effectivement dans les semaines qui viennent les points sous le contrôle du Conseil, les points ou les sujets ou les occasions ou le cadre de ces consultations. Voilà. Elles seront limitées, exceptionnelles et au cas par cas. C'est la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et les institutions européennes. Donc on va trouver des formules pragmatiques, mais je n'ai pas entendu parler de statut d'observateur, hein, comme pour reprendre le mot que vous avez utilisé. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Le Royaume-Uni quitte les institutions européennes hein, et demande à maintenir le statu quo économique pour toutes les raisons qui l'intéressent et qui peuvent être utiles aussi pour nous. Nous allons prévoir cette période de transition. Et pendant ce temps-là, encore une fois, le plus intéressant, si je puis dire, dans toute cette négociation, c'est quand même, au-delà de la séparation, au-delà de cette période de transition, c'est de travailler à un partenariat nouveau avec le Royaume-Uni, dans l'intérêt général, en tenant compte de ses propres lignes rouges, des demandes qu'il devra clarifier, et en tenant compte évidemment de ce que nous sommes, et de ce que nous sommes et que nous ne sommes pas prêts à négocier. Nous ne négocierons pas sur l'intégrité du marché unique. Nous ne négocierons pas sur l'autonomie de décision des 27. Nous ne négocierons pas sur l'indivisibilité des 4 libertés. Si c'est bien compris, et je souhaiterais que ça soit bien compris, dans tous les domaines, y compris ceux que vous avez cités, alors nous pouvons travailler à un partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni qui sera composé de plusieurs piliers, Free Trade Agreement, une coopération en matière de Home Affairs, différentes coopérations en matière de recherche ou d'université ou d'Erasmus, mais sur des cadres et dans des règles qui sont différentes d'aujourd'hui, évidemment, financièrement et juridiquement, et évidemment, comme le souhaitent beaucoup d'États membres et comme je le souhaite à titre personnel, un partenariat, une coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Voilà. Mais encore une fois, dans le respect de ce que nous sommes. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. And now this is officially the end of today's press conference. Thank you very much for your participation.